J'ai envoyé un SMS au groupe familial, l'avion atterrit à 17h. Quelqu'un peut-il venir me chercher? Mes mains tremblaient encore à cause de la terre du cimetière que j'avais essuyé à Séoul. J'avais enterré ma femme moins de 12 heures auparavant. Mon frère a répondu, nous sommes occupés, et c'est Uber. Ma mère a ajouté, pourquoi n'as-tu pas mieux planifié? Et comme un réflexe a pris, j'ai répondu, pas de problème. Mais ce soir-là, lorsque les nouvelles ont montré ce qui m'est arrivé après être entré dans cette maison glaciale et inondée, ils ont laissé tomber leur téléphone comme si c'était la première fois qu'ils me voyaient saigner. Je suis Cassie et Hall, et c'est le moment où tout ce que je pensais savoir sur la famille s'est effondré jusqu'aux fondations. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Dites simplement j'écoute ou dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. J'aime voir jusqu'où mon histoire peut aller. Parfois, même la plus petite connexion rend une histoire lourde un peu moins solitaire. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Et si ce genre d'histoire humaine réelle vous intéresse, veuillez envisager de vous abonner. Cela aide plus que vous ne le savez, surtout pour quelqu'un qui a longtemps cru que personne n'écoutait. Les lumières de la cabine ont diminué à mesure que l'avion commençait sa descente vers Denver. Mais mes yeux étaient trop rougis, trop gonflés par 30 heures de voyage et de chagrin pour s'adapter. J'étais assis là, à 32 ans, épuisé au-delà du raisonnable, portant toujours la même chemise noire dans laquelle j'avais enterré ma femme 2 jours plus tôt, sentant ma peau craquer sous l'air recyclé. Ma colonne vertébrale était bloquée à cause du sommeil en position verticale, et ma tête était parcourue d'une douleur sourde et tenace que je traînais depuis Séoul. Pendant des heures, une phrase avait tourné en boucle dans mon esprit comme un écran de veille cruelle, je viens d'enterrer ma femme à l'autre bout du monde. Mon pouce frottait l'empreinte sur mon alliance jusqu'à ce que le métal se réchauffe sous mon contact. Pendant une fraction de seconde, l'image de la tombe de Sarafen petite, calme, cachée sous une rangée de pins sur une colline à l'extérieur de Séoul a si vivement dans mon esprit que j'ai oublié où j'étais. L'avion, les étrangers, le bourdonnement des moteurs, tout a disparu derrière cette seule image. Puis le capitaine a parlé, brisant la transe, annonçant notre approche finale. J'ai dégluti avec difficulté et allumé mon téléphone. Les notifications ont explosé sur l'écran, des courriels du travail, des alertes de ma banque et un avis hivernal avertissant les habitants du Colorado de maintenir le chauffage en marche car les températures chutaient dans une zone dangereusement basse. Je n'en ai presque rien traité. Ce que j'ai ouvert à la place, c'est le groupe de discussion familiale, All Crow. 4 membres, mon frère Nolan, ma mère Marianne, mon père Grant et moi celui qui tend toujours la main en premier, celui qui comble le silence quand les autres ne le font pas. Mes doigts ont flotté un instant avant de taper, l'avion atterrit à 17h. Quelqu'un peut-il venir me chercher? Simple. Raisonnable. Le genre de chose autour de laquelle n'importe quelle famille se rallierait, surtout après tout ce qui s'est passé. Mais ma famille n'était pas n'importe quelle famille. J'ai regardé l'écran pendant que nous roulions, faisant semblant de ne pas anticiper les réponses. Mais je l'ai fait. Je l'ai toujours fait. J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de ne pas avoir besoin de trop, de ne pas être un inconvénient, de ne pas perturber le rythme d'un foyer qui avait toujours tourné autour de Nolan. Une bulle est apparue. Nolan, nous sommes occupés. Et c'est Uber. 8 mots. Même pas un point d'interrogation. Pas un comment vas-tu, ou est-ce que tu vas bien pour rentrer seul après ce vol? Juste de la logistique. Comme si je lui avais demandé d'aller chercher des vêtements au pressing. Une deuxième bulle est apparue avant que je puisse respirer. Maman, pourquoi n'as-tu pas mieux planifié? Tu sais à quel point nos horaires sont chargés. Ses horaires, son club de bridge, ses engagements de dîner, son calendrier social, elle les gardait comme si c'était une autorisation de sécurité nationale. Mon père n'a pas pris la peine de taper. Il a simplement réagi au message de Nolan avec un emoji pouce levé, un geste que j'avais vu tellement de fois en grandissant qu'il était devenu presque un signe de ponctuation dans notre foyer. Assez bien, on passe à autre chose. J'ai regardé les 3 réponses. Ma gorge s'est serrée. Je voulais leur dire la vérité, que mes mains tremblaient encore d'avoir descendu un cercueil dans une terre étrangère, que je n'avais pas dormi depuis des jours, que j'étais sorti d'un cimetière ne portant qu'une lettre pliée et le collier que Sarafen portait tous les matins. Je voulais dire que je n'avais pas la force de traîner 3 valises à travers un parking gelé. Je voulais taper, je viens d'enterrer ma femme. Mais le vieil instinct s'est manifesté, celui qui me disait de ne jamais les accabler, de ne jamais dramatiser les choses, de ne jamais attendre plus qu'ils n'étaient disposés à donner.
Alors j'ai écrit, pas de problème. Je vais me débrouiller. Et juste comme ça, je suis retourné dans le rôle qui m'avait été assigné toute ma vie, le fils qui n'avait jamais besoin de trop, le frère qui prenait les miettes et disait merci, l'homme qui résolvait ses propres urgences pour que personne d'autre n'ait à réorganiser ses précieux horaires. Les portes de l'avion se sont ouvertes. Une bouffée d'air froid s'est infiltrée dans la cabine. Les passagers ont attrapé leurs sacs, impatients de rentrer chez eux en famille, au chaud. Pendant ce temps, tout ce que j'avais, c'était une discussion textuelle remplie de personnes qui traitaient mon chagrin comme un conflit d'horaires. Au moment où je suis entré dans le terminal, l'aéroport bourdonnait d'annonces concernant la vague de froid imminente. Des écrans au-dessus de la récupération des bagages affichaient des avertissements, attendez-vous à des tuyaux gelés. Maintenez le chauffage en marche. Vérifiez votre fournaise. J'ai fait rouler mes épaules endolories et j'ai regardé des étrangers embrasser des proches, des enfants courir dans les bras de leurs grands-parents, des couples se réunir avec des rires en larmes. Mon propre téléphone est resté silencieux. J'ai traîné mes 3 valises, remplies de tout ce que Sarafen avait et que je ne pouvais pas supporter de laisser derrière moi, sur un chariot et j'ai organisé un ramassage en covoiturage. Le prix était près du double du tarif habituel, mais j'ai appuyé sur accepter sans hésitation. Dehors, le vent a traversé le trottoir, vif et métallique. En poussant le chariot vers la voie de ramassage, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. Le groupe de discussion familiale était épinglé en haut. Les mots « pas de problème » brillaient comme un mensonge que j'avais avalé tout entier. Je n'avais aucune idée qu'avant la tombée de la nuit, ces mêmes mots résonneraient pour ma famille à travers un écran de télévision, qu'à 22 heures, tout l'État saurait exactement ce que j'avais enduré seul. À ce moment-là, tout ce que je savais, c'est que le froid s'infiltrait dans mon manteau et que la vraie tempête, à la fois celle à l'extérieur et celle qui m'attendait à la maison, ne faisait que commencer. Le chauffage de la voiture crachait de l'air chaud, mais rien n'arrivait jusqu'à moi. J'étais assis à l'arrière du covoiturage, le front appuyé contre la vitre froide, regardant les lumières de la ville de Denver se transformer en traînées de couleurs. J'ai à peine remarqué le doux fredonnement du conducteur, ses doigts tapant sur le volant, le reportage radio étouffé sur la chute des températures. Au lieu de cela, mon esprit a dérivé vers l'arrière. Parce que pour comprendre comment je me suis retrouvé à rentrer seul au Colorado avec le pull préféré de ma femme plié dans mon sac et son alliance suspendue à une chaîne autour de mon cou, je devais remonter jusqu'à l'endroit où tout a commencé. Austin, Texas. Un espace de coworking avec trop d'ampoules Edison et trop peu d'éclairage réel. Un atelier de design. Je faisais une présentation près d'une machine à café qui crachotait agressivement chaque fois que quelqu'un ignorait le panneau « Ne pas trop remplir », et Sarafen Veil, une contradiction ambulante, ingénieur en logiciel. La femme qui a laissé tomber une tasse entière de café chaud sur mon ordinateur portable alors qu'elle essayait de se faufiler devant un groupe qui attrapait des pâtisseries. Elle s'est figée. Je me suis figé. Mon ordinateur portable a sifflé, puis elle a éclaté du rire le plus pur que j'ai jamais entendu. D'accord, a-t-elle dit, en repoussant ses cheveux et en me regardant droit dans les yeux. Si je t'achète un nouvel ordinateur portable, me pardonneras-tu? Ou préfères-tu des sacrifices de café quotidiennement? Je me souviens avoir pensé, qui rit comme ça devant une catastrophe? Qui a l'air aussi vivant à 9 heures du matin? Elle a insisté pour m'acheter une autre boisson qui ne tuerait pas mes appareils électroniques. Et nous nous sommes assis à une table d'angle à parler de tout, UX, codage, l'absurdité des collations de l'atelier, pourquoi Austin avait l'impression d'être une ville qui cherchait encore sa personnalité. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer pendant cette conversation. Tout le groupe était en délire à propos du dernier prix de vente de Nolan, des mèmes, des photos, les paragraphes fiers de ma mère écrits comme un communiqué de presse. Pas une seule personne n'a remarqué que je faisais une présentation ce matin-là, même si je leur avais dit 2 semaines plus tôt. Sarafen a vu les notifications illuminer mon écran. Elle a haussé un sourcil. Ta famille est enthousiaste, a-t-elle dit, mais aucun d'eux n'a demandé comment s'était passée ta présentation. J'ai haussé les épaules. J'avais passé toute ma vie à hausser les épaules devant les choses qui blessent. À partir de ce jour, tout avec elle s'est déroulé sans effort, des séances de codage tardives, des dîners à emporter sur le canapé, des débats sur les modèles d'interface utilisateurs, des rires qui remplissaient chaque centimètre de notre petit appartement d'Austin. Lorsque le travail à distance est devenu permanent, j'ai suggéré de déménager dans un endroit plus calme. Boulder nous a appelés tous les deux, des saisons de montagne, de l'air frais, un endroit où nous pourrions construire quelque chose de nouveau. Ma famille était moins enthousiaste.
Le Colorado était trop loin, trop peu pratique pour les vacances, trop éloigné pour le goût de ma mère. Nolan a posé des questions sur le deuxième soutien de salaire. Classique. Mais nous avons quand même déménagé, acheté une petite maison avec une cour assez grande pour qu'elle puisse planter des tournesols. Elle cuisinait le dimanche, dansant pieds nus dans la cuisine pendant que j'étais assis à mon bureau face aux Rocheuses, me demandant comment j'avais pu avoir autant de chance. Nous avons parlé d'enfants, de noms, de la façon dont nous les élèverions, de la façon dont le bureau pourrait facilement se transformer en crèche. Pendant des mois, je passais devant cette pièce et je l'imaginais en train de la décorer. Et maintenant, la pièce était toujours là, toujours pleine de papiers et de projets à moitié terminés, figés dans le temps. Le souvenir s'est resserré comme un nœud dans ma gorge. Puis est venue l'offre d'une entreprise d'IA basée à Séoul, un contrat rémunéré qui pourrait faire progresser sa carrière pendant des années. Le soir où elle m'en a parlé, elle n'arrêtait pas de s'excuser, craignant que cela ne l'éloigne trop de moi. Mais je lui ai dit d'y aller, que nous gérerions la distance, que c'était un an, que l'amour pouvait s'étendre à travers les océans. Ma famille a eu des réactions prévisibles. Nolan, la compensation vaut-elle la peine des tracas? Maman, un an? Qu'en est-il de me donner des petits-enfants? Personne n'a dit, nous sommes fiers de toi. Personne n'a jamais dit ça. J'ai eu honte en la présentant à des amis lors de notre dîner d'adieu à Austin, en bafouillant des excuses pour expliquer pourquoi ma famille ne pouvait pas être là à nouveau. Le jour où elle s'est envolée pour Séoul, je l'ai accompagnée jusqu'à la sécurité. Ma famille a envoyé un seul message bon voyage. Juste avant qu'elle ne franchisse la porte, elle s'est penchée près de moi et a chuchoté, si jamais il m'arrive quelque chose, ne laisse personne te dire que tu en demandes trop. Sur le moment, j'ai ri. Maintenant, à l'arrière de ce covoiturage avec Denver qui s'estompait, ces mots m'ont frappé plus fort que les turbulences qui ont secoué notre avion une heure plus tôt. J'ai appuyé plus fort mon front contre la vitre, laissant le froid engourdir la douleur dans mes yeux. Dehors, les lumières de la ville clignotaient comme des fantômes d'une vie qui semblait incroyablement lointaine. Je ne savais pas encore que je rentrais dans une maison vide. Je ne savais pas encore que des tuyaux gelés allaient éclater, que du monoxyde de carbone allait remplir les pièces, qu'à minuit je serais inconscient et en hypothermie, et que l'appel au 911 d'un voisin, et non ma famille, allait me sauver la vie. Pour l'instant, tout ce que j'avais, c'était des souvenirs de Sarafen, chaleureux, lumineux, vivants, et la vérité tranchante qui s'installait plus profondément dans ma poitrine. Elle avait tout vu clairement bien avant moi. Les dernières semaines se sont déroulées à l'envers comme si quelqu'un avait épicé des morceaux d'un film que je ne voulais plus jamais regarder. Quelques jours seulement avant que tout ne s'effondre, Sarafen et moi avions terminé un appel vidéo matinal comme nous le faisions toujours, elle assise les jambes croisées sur le sol de son appartement à Séoul, les cheveux en chignon désordonnés, les yeux fatigués mais toujours taquins. Elle a mentionné un mal de tête qui la dérangeait depuis des heures, le balayant d'un rire, blâmant la nuit blanche qu'elle avait passée pour une date limite de projet. Je lui ai dit de se reposer. Elle m'a dit qu'elle le ferait, mais nous savions tous les deux qu'elle ne le ferait probablement pas. 8 heures plus tard, alors que je mangeais des restes réchauffés à Boulder, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu, un flot de coréen et d'anglais approximatif s'est déversé dans mon oreille si vite que je pouvais à peine comprendre. Un de ses collègues criait au-dessus du chaos qui l'entourait, quelque chose à propos de son effondrement en pleine réunion, d'être emmené d'urgence aux urgences, d'un possible anévrisme, des médecins qui travaillaient sur elle. Je suis resté là, la fourchette gelée toujours à la main, incapable de former des mots. Il s'est excusé pour son anglais, mais ce n'était pas la barrière linguistique qui rendait tout incompréhensible. C'était la pure terreur de l'imaginer seul dans cet hôpital. J'ai réservé le prochain vol que j'ai pu trouver, Boulder à Denver, Denver à LAX, LAX à Séoul. Chaque escale était un flou d'éclairage fluorescent et de chaises d'aéroport. À la porte d'embarquement, j'ai envoyé un message au groupe familial expliquant que Sarafen était dans un état critique. Les réponses sont venues rapidement, mais creuses, tiens-nous au courant. Fais-nous savoir ce que disent les médecins. Pas une seule question sur moi. Pas une seule offre d'aide. Le sous-texte était clair, tiens-nous au courant, mais ne demande rien de plus. Quand je suis finalement arrivé à l'hôpital de Séoul, une infirmière m'a conduit à travers un dédale de couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs. L'odeur de désinfectant était épaisse dans l'air. Les machines bipaient régulièrement, leur rythme trop calme pour ce que je ressentais à l'intérieur. Sarafen était allongée dans un lit entouré de tubes et de fils, sa peau pâle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant seulement parce que le ventilateur la forçait à le faire.
Un médecin aux yeux gentils a expliqué calmement qu'un anévrisme s'était rompu, que les dommages étaient massifs, que les chances étaient minces. Je me suis assis à côté d'elle, lui parlant de la neige à Boulder, de la boulangerie qu'elle aimait sur Pearl Street, de la blague idiote qu'elle avait faite il y a quelques jours. J'ai parlé parce que le silence me terrifiait. J'ai parlé parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle puisse s'en aller sans entendre ma voix une dernière fois. Plus tard, lorsqu'une infirmière a vérifié son dossier, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai gelé. Sous contact d'urgence, le premier nom indiqué était le mien. Le deuxième était son ancien professeur à Austin. Il n'y avait aucune mention de mes parents, de mon frère ou de qui que ce soit de la famille Hall. Cette ligne sur la page m'a frappé plus fort que tout ce que les médecins avaient dit. Cela a confirmé quelque chose qu'elle essayait de me montrer depuis des années dans sa vie, j'étais la famille. Ma famille, à ses yeux, était des étrangers. Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire la gravité de la situation, sa première question a été de savoir si l'assurance couvrirait le séjour à l'hôpital. Elle voulait s'assurer que nous ne nous laissions pas surfacturer. Nolan a dit que si les choses semblaient trop sombres, je devrais peut-être envisager de la ramener rapidement aux États-Unis afin que les coûts n'augmentent pas. Personne n'a demandé si j'étais seul. Personne n'a demandé si j'avais dormi, mangé ou si j'avais du soutien. Quand j'ai demandé s'il pouvait venir à Séoul si les choses empiraient, ma mère a hésité, puis a dit que les vols étaient trop chers et qu'elle avait des engagements sociaux qu'elle ne pouvait pas manquer. 3 jours plus tard, les médecins m'ont appelé dans une salle de consultation. Les lumières du plafond bourdonnaient faiblement. J'ai regardé la table pendant qu'ils expliquaient que son cerveau n'avait aucune activité significative, qu'elle ne souffrait pas, mais qu'elle ne se rétablirait pas, que la maintenir sur des machines ne ferait que prolonger le peu qui restait de sa vie. Ma signature m'a semblé être la chose la plus lourde que j'ai jamais écrite. Les funérailles ont eu lieu dans une chapelle modeste à l'extérieur de Séoul. Une poignée de ses collègues sont venus. Quelques expatriés américains que je n'avais jamais rencontrés sont arrivés avec des fleurs, offrant leurs condoléances en silence. J'ai posé mon téléphone sur un petit support et j'ai lancé un appel vidéo pour inclure ma famille. Ma mère s'est plainte que l'éclairage lui faisait mal aux yeux et a quitté l'appel plus tôt. Nolan est resté quelques minutes avant d'annoncer qu'il devait participer à une réunion client. Mon père n'a rien dit du tout. Après le service, j'ai vérifié notre groupe de discussion. Un message m'attendait, tu as fait ce que tu pouvais. Maintenant, concentre-toi sur ton retour à la maison et le règlement des choses. Personne n'a écrit « Nous sommes désolés ». Personne n'a demandé comment je tenais debout. Les jours qui ont suivi les funérailles ont été un flou de paperasse. J'ai fait des allers-retours entre les bureaux du gouvernement, les traducteurs et le consulat américain. Quand je me suis renseigné sur le rapatriement de son corps, le coût était exorbitant, bien au-delà de tout ce que je pouvais gérer. L'assurance ne couvrait qu'une partie. Épuisé et presque à court d'argent, j'ai fait un choix que je n'aurais jamais imaginé devoir faire, l'enterrer à Séoul, et non à l'endroit qu'elle appelait autrefois chez elle. La réponse de ma mère lorsque je l'ai informée a été un autre coup dur, fais ce que tu penses être raisonnable. Ne nous fais pas de près. J'ai choisi un terrain de sépulture sur une colline tranquille surplombant des érables qui rougissaient dans le froid hivernal. J'ai glissé un livre de poche usé, une petite photo et un porte-clés Roquies à côté de la pierre tombale lors de ma dernière visite avant de m'envoler. Je lui ai dit que je reviendrais. J'ai promis que je continuerais, même si je ne comprenais plus comment. En revenant vers la sortie, 2 de ses collègues ont chuchoté entre eux, me regardant avec pitié. L'un d'eux a dit doucement, habituellement, la famille vient. Les mots ont piqué plus que le vent froid. Au moment où j'ai embarqué sur mon vol de retour vers les États-Unis, j'avais presque atteint le maximum de ma carte de crédit, épuisé de toutes les manières possibles. Je me souviens avoir regardé la carte de vol sur l'écran devant moi, une fine ligne bleue s'étendant sur le Pacifique, pensant que le pire était derrière moi. Je pensais rentrer chez moi pour me reposer, récupérer, me laisser tomber dans des murs familiers. Mais tout ce que j'imaginais comme sur ou chez moi n'existait plus. Et la vraie tempête, celle qui m'attendait à Boulder, n'avait même pas commencé. Le trajet entre l'aéroport international de Denver et Boulder m'a paru interminable. J'étais affalé sur le siège arrière du covoiturage, la tête lourde contre la vitre, les lumières de la ville se dissolvant en traînées de blanc et d'or. Le chauffeur, Paul, a essayé d'engager une conversation amicale, me demandant comment s'était passé mon voyage. J'ai marmonné quelque chose de vague, ne voulant pas laisser les mots « j'ai enterré ma femme seule à l'autre bout du monde » s'échapper de ma bouche. Le dire m'aurait brisé. Mon téléphone a vibré,
d'autres messages du groupe de discussion familiale. Je ne les ai pas ouverts. Les laisser là me semblait être une punition que je méritais pour m'attendre encore à quelque chose de différent, pour espérer qu'ils aient pu changer en l'espace de quelques jours. La radio murmurait des avertissements sur un front froid à venir, des températures chutant en dessous de zéro, des tuyaux gelants, des systèmes de chauffage devant rester allumés toute la nuit. J'ai écouté distraitement, n'imaginant jamais que ces avertissements deviendraient le fil conducteur de tout ce qui allait se passer ensuite. Paul s'est garé dans mon allée juste au coucher du soleil. L'air extérieur était assez vif pour me piquer les poumons. J'ai traîné mes valises dans les escaliers, j'ai ouvert la porte et je suis entré dans l'obscurité complète. La maison était gelée, encore intacte. J'ai actionné l'interrupteur. Rien ne s'est passé. Mon estomac s'est serré. La température à l'intérieur était glaciale. J'ai vérifié le thermostat, éteint, complètement éteint. Avant de partir pour Séoul, j'avais demandé à ma mère de mettre le chauffage la veille de mon retour. Elle avait accepté sans hésiter. Pourtant, l'écran clignotait, vide, sans vie. Je suis entré dans la cuisine, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi qui rende l'endroit moins abandonné. Le réfrigérateur ne contenait que des condiments périmés depuis longtemps et quelques récipients de nourriture moisie. Nolan avait promis qu'il réapprovisionnerait le réfrigérateur pour moi. Une autre promesse évaporée. Une vague de fatigue m'a frappé si fort que je me suis laissé tomber sur le canapé au lieu de monter à l'étage dans notre chambre. Je n'arrivais pas à me résoudre à ouvrir les valises. Je savais que ces vêtements étaient à l'intérieur, pliés par les mains de quelqu'un d'autre. J'ai envoyé un SMS rapide à la famille, je suis rentré. Personne n'a répondu. Je me suis forcé à croire qu'ils étaient occupés. Le froid s'est insinué plus profondément alors que je m'endormais dans mon manteau, recroquevillé maladroitement sur le canapé. Ce n'était pas un sommeil réparateur, juste une inconscience qui me tirait vers le bas pendant quelques heures. Le matin est arrivé violemment. Je me suis réveillé au son de l'eau qui gouttait, puis qui coulait comme une averse dans ma maison. Pendant une seconde, à moitié en rêve, j'ai cru qu'il pleuvait à Séoul. Puis je me suis assis. L'eau coulait du plafond et ruisselait à travers les luminaires, le long des murs, sur les armoires. J'ai pataugé dans une flaque peu profonde qui se formait sur le sol de la cuisine. Les tuyaux du plafond avaient éclaté pendant la nuit, gelés à cause de l'absence de chauffage pour les protéger. Les avertissements que j'avais ignorés à la radio sont revenus comme une cruelle raillerie. J'ai cherché en catastrophe un plombier en urgence. Chaque ligne que j'ai appelée disait la même chose, trop de tuyaux éclatés. Rendez-vous au plus tôt dans 3 à 4 jours. La maison continuait de s'inonder tandis que ma respiration s'embua devant moi. En désespoir de cause, j'ai appelé Nolan. Je lui ai dit que la maison était inhabitable, que la température était glaciale, et je lui ai demandé si je pouvais rester chez lui quelques nuits. Il a dit que leur chambre d'amis était pleine de cartons de rangement et que lui et sa femme organisaient un dîner avec des clients ce soir-là. Il m'a suggéré de prendre un motel ou de déposer une réclamation auprès de l'assurance. Quand j'ai appelé ma mère, elle a dit qu'elle se préparait à recevoir son club de bridge le lendemain et qu'elle ne voulait pas perturber l'organisation. Elle a ajouté que le dos de mon père le dérangeait et qu'il ne pouvait pas supporter de stress supplémentaire. Elle m'a exhorté à ne pas réagir de manière excessive et à trouver une solution par moi-même. Mon père a pris la ligne un instant, m'a dit de rester au chaud, et a rendu le téléphone à ma mère. Debout dans l'eau glacée qui s'accumulait à mes pieds, j'ai réalisé que si j'étais en train de me noyer, ils me demanderaient quand même de caler ça par rapport à leur projet. Les lumières ont commencé à clignoter. L'eau s'était infiltrée dans les luminaires, et un plombier au téléphone m'a averti de couper certains circuits pour éviter un incendie. Groggy et étourdi, je suis descendu au sous-sol pour trouver le panneau électrique. Les escaliers étaient glissants. Le sol du sous-sol brillait d'une fine couche d'eau. J'ai avancé en traînant les pieds vers le panneau, me disant que ça ne prendrait qu'une seconde. Ma main a touché le boîtier métallique, et à ce moment précis, mon pied a glissé. J'ai senti mon bras heurter le panneau. Un courant vif a traversé mon bras. Une douleur aiguë a traversé ma poitrine. Le monde s'est éteint pendant un instant. Quand tout est revenu, j'étais par terre, la tête lancinante, le côté de mon visage mouillé de sang. Je ne pensais pas clairement. Je suis remonté à l'étage en rampant, me forçant à me hisser sur le canapé. L'air dans la maison était devenu plus froid. Mes doigts s'engourdissaient. Je pouvais à peine tenir mon téléphone.
le détecteur de monoxyde de carbone a commencé à hurler quelque part derrière moi, mais le son semblait lointain, englouti par le brouillard qui envahissait mon esprit. J'ai essayé d'attraper à nouveau mon téléphone. Mes muscles refusaient de coopérer. Ma vision s'y rétrécissait. Une seule pensée fragmentée m'a traversé l'esprit, peut-être que ce ne serait pas la pire façon de partir. Peut-être que je la reverrai. Ce qui s'est passé ensuite, je ne l'ai appris qu'après m'être réveillé à l'hôpital. Diane Foster, ma voisine d'en face, a remarqué de l'eau qui coulait sous ma porte d'entrée. Elle a entendu l'alarme CO retentir à l'intérieur. Comme je ne répondais pas à ses coups, elle a appelé le 911. Les pompiers ont enfoncé la porte et m'ont trouvé inconscient, en hypothermie, avec une exposition au CO dangereusement élevée. L'un d'eux a ramassé mon téléphone sur le sol. L'écran s'est allumé avec les derniers messages dans le chat de l'équipe Alt, l'avion atterrit à 17h. Quelqu'un peut venir me chercher? Nous sommes occupés. Et c'est Uber. Pourquoi n'as-tu pas mieux planifié? Pas de souci. Ces 4 lignes, brillant sur un écran fissuré dans une maison glaciale, sont devenues le prélude involontaire à tout ce qui a suivi aux informations locales plus tard dans la soirée. Je suis revenu à moi dans une pièce d'un blanc éblouissant, le bip régulier d'un moniteur se synchronisant avec les battements dans mon crâne. Mon bras droit était enveloppé, mes vêtements avaient disparu, et malgré les couvertures, j'avais froid au plus profond de mes os. L'infirmière Sarah a expliqué ce qui s'était passé de la voix la plus calme imaginable, hypothermie, intoxication au monoxyde de carbone, commotion cérébrale et traumatisme électrique. Encore 1 heure ou 2, a-t-elle dit, et vous ne vous seriez peut-être pas réveillé. La pensée a frappé plus fort que le choc lui-même. Pendant que j'étais inconscient dans une maison glaciale, ma famille avait vécu une soirée tout à fait normale, club de bridge, dîner, réunion avec des clients. Aucun d'eux ne le savait. Aucun n'avait vérifié. Sarah a commencé les questions d'admission, avec qui vivez-vous? Quelqu'un à proximité pour vous aider? Quand je lui ai dit que ma femme était décédée il y a moins de 2 semaines à Séoul, elle a posé son stylo et m'a vraiment regardé. Vous avez traversé tout ça seule, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a écrit quelque chose dans mon dossier, soutien familial limité. Et pour une fois, les mots semblaient justes. Ce que je ne savais pas, c'est que mon cas avait déjà attiré l'attention de quelqu'un. Un ambulancier parlant à un journaliste qui couvrait les blessures liées à la tempête a mentionné l'homme qui venait d'enterrer sa femme à l'étranger et avait failli mourir de froid seul, lorsqu'il a ajouté le détail de mon téléphone toujours ouvert sur les messages, nous sommes occupés, et c'est Uber. Le journaliste, Michael Chen, s'est arrêté et a posé d'autres questions. En soirée, un reportage complet s'était constitué. Un homme du Colorado revient des funérailles de sa femme à l'étranger, se voit refuser un trajet par sa famille, et manque de mourir après l'éclatement de tuyaux lors d'un gel historique. Ils ont interviewé Diane, la voisine qui a appelé le 911 après avoir vu de l'eau couler sous ma porte. Un pompier a décrit les niveaux de CO à l'intérieur de ma maison. Un graphique a reconstitué mes messages. Pas de nom, mais l'histoire n'en avait pas besoin. Ce soir-là, Jessica, l'infirmière de nuit, a hésité avant d'allumer la télévision. Vous devriez peut-être voir ça, a-t-elle dit. J'ai regardé en silence ma vie, mon deuil, ma mort évitée de justesse, les messages de ma famille se déroulaient devant des milliers de personnes. Entendre un journaliste lire « Pourquoi n'as-tu pas mieux planifié ?» a donné l'impression que quelqu'un épluchait la partie de moi que j'essayais si fort de maintenir ensemble. En quelques heures, des captures d'écran se sont répandues en ligne. Les commentaires ont afflué. Un hashtag construit autour de mon dernier message, No Worry, a circulé avec des histoires d'étrangers qui avaient été rejetés par leur propre famille. Mes parents et Nolan l'ont vu aussi. Des amis et des collègues ont commencé à leur envoyer des SMS pour leur demander si l'homme à la télévision était moi. Et c'est pourquoi, vers minuit, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte en grand. Nolan est entré en premier, puis ma mère avec un bouquet de fleurs de magasin, puis mon père. Ils avaient l'air paniqués, non pas par peur de me perdre, mais par peur de ce que les gens pensaient. Oh, Cassian, a dit ma mère en lissant son manteau. Ce reportage a fait paraître tout terrible. Les gens comprennent mal. Mal comprendre non pas ce qui m'était arrivé, mais comment ils étaient perçus. Pour la première fois, je les ai vus clairement. Le lendemain matin, le docteur Patel a expliqué, ma sortie nécessite de ne pas être seul pendant 48 heures. Surveillance constante, chaleur, repas, repos. Avant qu'il ait fini, ma mère a bondi.
Il rentrera à la maison avec nous. La famille reste unie. Nolan a hoché la tête. Nous avons réorganisé nos emplois du temps. Les mêmes personnes qui m'avaient rejeté 48 heures plus tôt se portaient maintenant volontaires pour un soutien à plein temps parce qu'un médecin était présent et que le public regardait. Le docteur Patel s'est tourné vers moi. « Que voulez-vous, Cassian ?» La question m'a stupéfié. Personne dans ma famille ne m'avait posé cette question depuis des années. Après le départ du médecin, Jessica a vérifié mes signes vitaux et a baissé la voix. « Vous n'êtes pas obligé de partir avec eux si vous ne le sentez pas. Nous avons des options. » La travailleuse sociale les a ensuite décrites, un hôtel m'offrant 2 semaines gratuites, une entreprise de restauration réparant ma maison, des voisins organisant des visites régulières. Ma mère s'est hérissée. Il n'a pas besoin d'étrangers. C'est une affaire de famille, a ajouté Nolan. S'il accepte tout ça, les gens penseront que nous l'avons abandonné. La travailleuse sociale a demandé doucement, l'avez-vous fait? Leur silence était une réponse suffisante. Je les ai regardés, ma mère tournant sa bague, Nolan faisant défiler nerveusement les notifications, mon père fixant le sol. Puis j'ai entendu la voix de Sarafen dans ma mémoire, ne laisse personne te dire que tu en demandes trop. J'ai pris une respiration. Je choisis l'hôtel, ai-je dit. Je ne suis pas prêt à partir avec vous. Ma mère s'est raidie. Tu nous embarrasses. J'ai répondu, j'ai failli mourir seul dans ma maison. Cet embarras n'est pas le mien. La pièce est devenue silencieuse. Pour la première fois, je n'ai pas reculé. Je ne me suis pas excusé. J'ai choisi ce qui me maintenait en vie, pas ce qui les mettait à l'aise. Alors que la neige tombait à l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, la travailleuse sociale m'a remis les papiers de l'hôtel. Jessica m'a serré l'épaule. Ma famille se tenait dans un coin en chuchotant, ébranlée non pas par ma rencontre avec la mort, mais par la perte de contrôle. Et j'ai réalisé que c'était la première décision de ma vie qui m'appartenait vraiment. Mes premiers jours à l'hôtel Denver ont semblé irréels. Je suis entré dans un hall d'entrée chaleureux, le parfum du café frais embaumant l'air, une réceptionniste m'accueillant par mon nom avec un doux « Nous sommes désolés pour votre perte ». Dans ma chambre, un petit panier cadeau et une carte manuscrite m'attendaient, la communauté est là pour vous. J'ai été frappé de constater que des étrangers avaient fait plus pour moi en 48 heures que ma famille en des mois. La travailleuse sociale m'a encouragé à rejoindre un groupe de soutien au deuil. La pièce était simple, des chaises pliantes, un tableau blanc, des visages silencieux portant leur propre tempête. Quand ce fut mon tour, j'ai raconté l'histoire complètement pour la première fois. Séoul, les funérailles seules, le trajet vide de l'aéroport, la maison glaciale, l'alarme CO, la voisine qui m'a sauvé. Un homme de l'autre côté du cercle a dit qu'il avait vu les nouvelles, mais l'entendre de vous, c'est différent. Pour une fois, mon histoire n'a pas été traitée comme un titre. Elle a été entendue comme une douleur. Quelques jours plus tard, Michael Chen a demandé une entrevue de suivi. J'ai hésité, mais la question de la travailleuse sociale persistait. Voulez-vous que d'autres façonnent votre histoire, ou voulez-vous le faire vous-même? J'ai accepté à condition de ne pas nommer ma famille. Avant le tournage, il m'a montré un courriel de quelqu'un portant le nom de famille de ma famille demandant à la station de corriger les malentendus parce que le reportage leur donnait une mauvaise image. J'ai senti quelque chose en moi se calmer. Si quelqu'un devait définir la vérité, il fallait que ce soit moi. Pendant l'entrevue, j'ai parlé simplement du deuil, du besoin des choses essentielles présence, chaleur, un petit geste d'attention et de la façon dont des étrangers étaient intervenus là où la famille ne l'avait pas fait. J'ai dit, je ne raconte pas ça pour faire honte à qui que ce soit. Je le raconte pour les gens qui pensent qu'ils en demandent trop alors qu'ils demandent seulement à ne pas être laissés seuls. Le reportage a été diffusé ce soir-là. Mon téléphone a été inondé d'appels manqués de ma mère et de Nolan. Quand j'ai finalement répondu, ils m'ont accusé d'avoir exposé des affaires privées et de les avoir fait passer pour des êtres sans cœur. Pour la première fois, je ne me suis pas excusé. Si quelqu'un se reconnaît dans ce que j'ai dit, leur ai-je dit, ce n'est pas de ma faute. À cette époque, je n'arrêtais pas de penser à Séoul, à quel point je me sentais perdu à tout gérer seul. Sarafen avait rêvé d'aider les étudiants à étudier à l'étranger sans craindre les urgences. J'ai donc contacté notre ancienne université pour créer une petite bourse à son nom. L'école m'a dit qu'une fondation locale égalerait ma contribution si j'acceptais de prendre la parole lors de l'annonce. Je me suis envolé pour le Texas pour la cérémonie. C'était simple, des étudiants, des professeurs, quelques journalistes.
J'ai parlé du courage de Sarafen, des étrangers qui sont devenus mon filet de sécurité, de la façon dont la famille se trouve parfois, et ne s'hérite pas. Quand j'ai fini, j'ai remarqué quelqu'un debout au fond près de la porte, mon père. Il ne s'est pas approché de moi. Il n'a pas dit un mot, mais il était là tout le temps. Quelques jours plus tard, l'université m'a envoyé un courriel pour me remercier et a mentionné un don anonyme qui avait ajouté un montant important à la bourse de quelqu'un qui essayait de faire un peu mieux. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. J'ai simplement répondu, laissez-le anonyme. La bourse compte plus que le nom qui y est attaché. De retour à Boulder, ma maison était différente, plus chaleureuse, plus sûre. L'équipe de restauration avait tout réparé, nouveau plancher, tuyaux isolés, un thermostat intelligent réglé pour empêcher la maison de geler à nouveau. Diane a apporté de la soupe et a dit qu'elle ne se détendrait qu'une fois qu'elle verrait de la vapeur sortir de votre cheminée. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une enveloppe adressée de l'écriture de mon père. Il a écrit qu'il avait écouté tout mon discours lors de l'événement de la bourse, que se voir reflété dans mes mots était douloureux, mais vrai. Il a admis qu'il avait été absent non seulement pendant le blizzard, mais pendant d'innombrables moments de ma vie. Et pour la première fois, il n'a pas offert d'excuses. Il a simplement dit qu'il voulait une chance de recommencer quelque chose d'honnête. J'ai répondu en fixant des limites avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Si nous devions construire quelque chose, cela devait se faire en tant que deux adultes se rencontrant en terrain neutre, et non pas un fils se produisant pour une famille qui ne se présenterait pas. Il a répondu, samedi, Maple Street dîner. Je serai en avance. Notre première conversation a été maladroite, presque silencieuse. La suivante est allée plus loin. Il a parlé de peur, de choisir la paix plutôt que la vérité, de se sentir fier de Nolan parce que c'était plus facile que de me comprendre. Il a dit qu'il enviait la façon dont j'avais parlé publiquement de la douleur, quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire de toute sa vie. Je ne lui ai pas pardonné sur le champ, mais j'ai reconnu l'effort. C'était petit, mais réel. Pendant ce temps, ma relation avec ma mère et Nolan s'est installée dans une distance polie. Ils ont envoyé des vœux de fête, des photos de dîner, des commentaires qui évitaient tout ce qui était difficile. J'ai répondu brièvement sans ressentiment, mais sans espoir qu'ils deviennent soudainement des personnes différentes. Je n'avais plus besoin d'eux pour ça. Un an après la mort de Sarafen, je suis retourné à Séoul, cette fois pour tenir une promesse de ne pas survivre à une catastrophe. J'ai visité l'hôpital et j'ai fait un don à un fonds pour les familles internationales. Une infirmière m'a reconnu de l'année précédente et a dit que leur programme de soutien s'était amélioré après avoir entendu des histoires comme la mienne. Au cimetière, je me suis assis devant la pierre de Sarafen et je lui ai tout raconté. La nuit glaciale, la voisine, l'hôpital, la bourse, la lettre de mon père. J'ai dit qu'elle me manquait toujours terriblement, mais que le deuil ne m'engloutissait plus. Il était devenu quelque chose de plus calme, un compagnon et non un poids.